Bien, puisqu'Henri Bressler a évoqué énormément de choses que je comptais évoquer également, on ne s'est pas concerté, mais tant mieux, vous les verrez 2 fois, vous n'entendrez pas 2 fois la même chose, j'espère, et je vais essayer d'aller un peu rapidement sur un certain nombre d'éléments que vous reverrez également avec les interventions de Véronique David puis d'Antoine Lebas, des problématiques qui se posent à tout architecte, tout maître d'ouvrage, tout artiste durant le XXe siècle quand il doit concevoir un édifice religieux. Je serai un peu moins écuménique presque pour l'économie, de manière à recentrer le propos sur des questions, on va dire presque purement architecturales, c'est-à-dire comment construire un édifice religieux au XXe siècle, dans quelles conditions, dans quel contexte cultuel mais aussi matériel. Voilà autant de questions, et dans quel contexte urbain. Ça fait partie des innombrables questions qui se posent à chacun lorsqu'il est amené à concevoir une église. Donc en une demi-heure, bien sûr, peut-être un peu moins, je vais essayer. Il est très difficile de donner ne serait-ce qu'un aperçu de ce qui a pu être la complexité de ce programme, de ces programmes cultuels au XXe siècle. D'ailleurs, j'en profite, on le redira peut-être tout à l'heure lors du débat. Ce que je vais vous évoquer là dans ces quelques minutes est très schématique, et le travail que l'on a fait à l'initiative de la DRAC nous a tous, d'une certaine manière, un peu déstabilisés, parfois, à tel point, tant le nombre de bâtiments, la diversité, la nouveauté de certains architectes dont on ignorait le nom ou l'activité, était foisonnant et posait à nouveau d'autres questions possibles que nous ne nous étions pas posées auparavant. Alors, comme l'intervention que je devais faire avait pour titre « Les grandes dates de l'architecture religieuse au XXe siècle en France », je vous propose une petite chronologie qui est tout à fait partielle, voire partiale. Ce sont quelques dates, et c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Quelques éléments, je ne sais pas pour qui c'est, quelques éléments qui donne un petit peu une idée très très schématique de ce qu'ont été quelques grands moments. Bien sûr, il y en a d'autres. C'est tout à fait synthétique. Alors, juste avant de commencer, je voulais, pour justement sortir à nouveau un petit peu du sujet avant d'y revenir, la question de l'édifice religieux au XXe siècle, elle pose donc la question du religieux, elle pose la question du sacré, du culte, mais Henri Bressler aussi l'a évoqué, énormément de questions qui touchent à l'identité, à la nation. Or, si vous prenez les monuments que l'on construit immédiatement après-guerre, après la Première Guerre mondiale, vous voyez très bien que le religieux, le national, l'identité nationale, la porosité après même la séparation de l'Église et de l'État entre le cultuel et le national est quasiment complète. Donc voilà un exemple mémorial des Victoires de la Marne par Georges Clausson. Georges Clausson qui est l'auteur de l'église Notre-Dame, non pas Notre-Dame, de l'église de Sainte-Jeanne d'Arc, rue de la Chapelle. C'est lui qui gagne le concours de 1926 auquel participent Louis Saint-Saulieu et on le verra les frères Perret. Et ici, Clausson rentre dans une culture assez globale, on va le voir, et parfois ces modèles sont transcultuels, on va dire, dans la mesure où un même modèle peut être appliqué dans un bâtiment pour le culte catholique, pour le culte musulman, ou plutôt protestant en général, ou d'autres cultes. Il y a une culture partagée par les architectes qui sortent pour la plupart de l'école des Beaux-Arts et qui, on l'a vu dans les vues synthétiques du XIXe siècle, jouent avec un certain nombre de formules, parfois presque toutes faites. Alors voilà, ce mélange du culturel, du national, du commémoratif et du cultuel. Ici, à l'Ossuaire de Douaumont, vous avez un lieu de culte pour tous
pour tous les cultes actifs, enfin présents en France. Ça fait partie d'une célébration à la fois nationale et écuménique. Et voilà, on pourrait disserter longtemps sur ce que des gens comme Lutyens, ce grand architecte britannique, vient aussi implanter en France. Le modèle de l'Arc de Triomphe qui rejoint d'autres modèles possibles. Bon, j'arrête là cette petite incise en guise à la fois d'introduction et de provocation. Et venons-en maintenant à ce qui a été l'un des grands sujets de réflexion. Quel modèle pour le XXe siècle? Alors, comme Henri l'a déjà bien évoqué, je vais passer rapidement. Ce retour de l'église à coupole, qui est vraiment annoncé par Abadie avec le Sacré-Cœur. Alors, cette photo, elle est amusante parce qu'elle vous montre à la fois la Trinité de Balue, avec son architecture néo-renaissante, l'église Saint-Jean l'Évangéliste, dit Saint-Jean de Montmartre par Anatole de Baudot. On voit même Saint-Pierre de Montmartre et puis le Sacré-Cœur. Donc vous avez une sorte de vue synthétique de ce qui a été une certaine évolution de l'architecture, notamment à Paris, marquée par le Sacré-Cœur, qui va devenir un peu la mère d'une génération d'églises que beaucoup d'architectes vont reprendre. Ce retour de l'église à coupole, on ne va pas revenir sur ses motivations, sur ses sources archéologiques, sur toute la réflexion, l'ambition d'Abadie d'en faire un type. Mon ambition serait qu'il devienne un type. De fait, le Sacré-Cœur est devenu un type que des architectes beaucoup plus jeunes comme Pierre et son fils Jean-Pierre Paquet vont reprendre de manière presque littérale jusque dans le nom de l'église, Sacré-Cœur de la cité universitaire, à la fin des années 30. On revient un petit peu en arrière, une église, à mon sens, injustement, peut-être sous-évaluée par Prosper Bobin, qui a d'ailleurs des très beaux vitraux des années 30, des frères Moméjean, mais ne serait-ce que pour son architecture, pour sa volumétrie, Sainte-Anne de la Maison Blanche, à mon sens, mériterait d'être un peu remise plus haut qu'elle n'est. En tout cas, c'est le type de l'église qui, tout en conservant le plan basilical, va aller chercher du côté de l'église à coupole de référence abadienne, périgourdine, elle-même venue en partie d'Orient. Alors, une autre église tout à fait atypique et qui est elle-même très méconnue, mais qui a été publiée dans les années 10, notamment dans la revue Le Béton Armé, parce que c'est l'une des, si ce n'est la première grande coupole en béton armé pour un édifice religieux. C'est une église qui a quasiment totalement disparu, qui a été bombardée pendant la Première Guerre mondiale, non, la Seconde, pardon. En tout cas, il n'en reste quasiment plus rien. L'église Saint-François-Régis à Saint-Étienne. Alors, pour revenir à Paris, Saint-Dominique, et d'une manière générale, toute la génération des années 10, 20, 30 va reprendre le plan à coupole. Alors, plan grec, plan byzantin, d'inspiration même presque un peu syncrétique, à mon sens, on va le voir avec Paul Tournon. Et les synagogues, les temples protestants participent de cette culture commune. Ils ne sont pas en rupture, leur organisation reste fondamentalement spécifique au culte en tant que tel, mais l'architecture, elle, est une architecture qui peut être partagée avec des formes, voire des plans, des manières de situer le bâtiment dans la ville qui sont communes, pour une simple et bonne raison d'ailleurs, c'est que depuis la séparation d'Église et de l'État, notamment dans des grandes villes comme Paris, la situation pour un architecte et pour son maître d'ouvrage est extrêmement compliquée. On l'a vu avec l'église du Saint-Esprit. Alors pour ne pas revenir sur cette église, sur des choses que l'on a déjà évoquées, je vais utiliser ces images parce qu'elles sont assez saisissantes. C'est la question de l'implantation urbaine qui se pose ici plutôt. La question du modèle, on ne va pas y revenir, même si on pourrait débattre. Est-ce que c'est Sainte-Sophie ou plutôt les mosquées ottomanes? Il y a peut-être un mélange, un savant mélange de la part de Paul Tournon. Toujours est-il que l'exercice
qu'il réussit peut-être le mieux, c'est de créer une sorte de continuité urbaine tout en signalant l'église. Et à propos de signal, je vous signale que ce clocher date de 1959, c'est-à-dire qu'en 1930-32, on inaugure l'église sans clocher et que ce clocher viendra 30 ans plus tard. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une véritable unité stylistique. Le plus frappant, c'est que Paul Tournon poursuit une rue. Il termine un lotissement post-haussmannien avec son église. L'église devient un accompagnement et plus seulement un monument isolé. Mais elle joue sur plusieurs échelles, sur plusieurs registres. Et là, les architectes sont contraints, et la contrainte est toujours une bonne chose pour l'architecte, ils sont contraints de s'adapter à des situations extrêmement complexes, d'autant que là, en plus, il y a 2 parcelles qui ont été offertes pour construire cette église. Donc on a un vrai collage sur le plan parcellaire. Voici l'église dans son contexte. C'est toujours intéressant de voir l'église du Saint-Esprit dans ce grand axe de l'Est parisien qui mène vers la Porte Dorée, qui a été un peu le grand espoir de l'Est parisien. C'était cet axe Daumesnil qui conduisait vers la Porte Dorée aménagée pour l'exposition coloniale de 31. D'où aussi certaines associations un peu incongrues et parfois presque malveillantes, association de cette église du Saint-Esprit à une mosquée, d'autant plus facilement que ça renvoyait à cet univers colonial exotique. Donc on a un peu mélangé les choses pendant très longtemps. Et on allait même chercher l'Institut d'art et d'archéologie de Paul Bigot pour mettre dans ce grand fourre-tout exotique où on mélangeait totalement les genres. Mais de fait, il y avait des ressemblances. Alors avec Saint-Pierre de Chaillot et Émile Bois, architecte de la ville de Paris, les choses se poursuivent et quasiment se ressemblent. Alors ça, c'est une église qui est là aussi, qui a longtemps été sous-estimée à mon sens, qui est pourtant très célèbre, puisque Le Corbusier, c'est la seule église du XXe siècle, enfin du premier XXe siècle, dont Le Corbusier dit qu'elle est très importante, pas parce qu'il l'a regardée de près, mais parce qu'elle lui apparaît dans les premières pages quand les cathédrales étaient blanches, Le Corbusier voit le clocher de Saint-Pierre de Chaillot, et il se dit, tiens, c'est vrai, les cathédrales étaient blanches au moment où elles étaient construites. Voilà une église qui a perdu un petit peu de sa blancheur, mais qui garde toute sa pertinence, notamment dans son insertion urbaine et dans ce mélange aussi roman périgourdin revisité par l'architecte et par les décorateurs, puisque là encore on retrouve Nicolas Interstellaire dans l'une de ses premières grandes compositions murales, avec des techniques innovantes et toujours cette insertion urbaine si particulière. Et puis Sainte-Odile, bien sûr, le plus haut clocher de Paris, inscrite en 2001. Voilà encore un type d'église qui se cale sur le modèle de l'église à coupole, dans une... je la remets pour la photo. Qui se cale sur un terrain extrêmement contraignant, puisqu'on est sur l'emprise des fortifications. Vous voyez ici les immeubles de Pierre Patou. Donc on est dans un grand chantier de l'entre-deux-guerres, sur lequel quelques églises vont prendre place. Saint-Antoine de Padoue sur le boulevard Lefebvre, et puis avenue Stéphane Mallarmé, l'église de Jacques Barge, qui est à ce moment-là un tout jeune architecte, qui va construire plus tard le collège Stanislas, dans le 6e arrondissement. Et voilà comment cet architecte est contraint de caler son bâtiment sur un mitoyen et de l'éclairer entièrement sur le côté. Anne-Marie Roucola travaille pendant la guerre sur ces grandes sculptures, et puis bien sûr les vitraux de Décorchemont. C'est une église qui, pour son décor, est absolument unique à Paris, pour la qualité et la spécificité de son décor, hôtel compris. Très rapidement, sortons de Paris et constatons que dans le sud, on a vu Nice. Alors je ne montre pas Nice, mais qui est l'une des plus célèbres dans son genre et l'une des plus singulières. Jean-Louis Sourdeau, moins connu à Marseille, dans les faubourgs de Marseille, va lui aussi travailler sur ce plan, alors qu'il n'est pas encore le plan
totalement centré, je vais y venir tout à l'heure, mais on se rapproche d'une nef circulaire. L'hôtel, bien sûr, n'est pas au centre. Je vais y venir dans un instant avec Georges-Henri Pingusson. Petite parenthèse, bien sûr, enfin petit détour par le cœur de Paris. On ne peut pas nier l'importance à la fois symbolique, religieuse, mais aussi politique de cette implantation de la mosquée de Paris par Maurice Tranchant de Lunel et 3 architectes qui lui prêtent main forte. Donc il y a une véritable dimension politique et symbolique dans le choix que l'on fait de situer au cœur de Paris, à quelques mètres de l'ancienne église Sainte-Geneviève, du Panthéon, de grands monuments eux-mêmes très symboliques en France. Voilà un acte qui n'a quasiment pas trouvé d'équivalent, en tout cas jusqu'à maintenant, à cette échelle-là. Alors, j'ai montré tout à l'heure Saint-François-Régis, je remonte cette très belle photo de chantier. Ce sont les bétons armés NBIC qui réalisent l'étude de béton, de l'ossature. J'en viens donc à cette question de la technique, technique au service du plan, technique au fond. Pourquoi faire? On sait bien que depuis les années 10, le béton armé est un matériau qui permet quasiment tout. Et dès les années 10, se pose la question, que faut-il faire avec le béton armé? Déjà, faut-il le montrer? On ne va pas rentrer dans ce débat sur la question de la pertinence ou non de construire en béton brut, mais elle se posera très facilement en image, puisque Perret va immédiatement répondre à cette question. Mais d'une manière plus générale, que faire de ce matériau? Quel matériau lui associer? La brique, la pierre, revêtement. On l'a vu avec Émile Bois, Saint-Pierre-de-Chaillot. J'ai pas eu le temps de raconter l'histoire, mais pour Saint-Pierre-de-Chaillot, Émile Bois, qui est un architecte de la ville de Paris et qui a l'habitude de construire avec de la brique, avait proposé de la brique. Sauf qu'on est dans le 16e arrondissement et que dans le 16e, on ne met pas de brique. Donc, avenue Marceau, on met de la pierre, et cette pierre blanche, très blanche, qui va marquer les esprits, doit précisément se démarquer de cette brique que l'on trouve à l'est, sans problème, avec l'église du Saint-Esprit. Donc les matériaux, c'est pas seulement le béton, et je n'aurai pas le temps d'en parler, mais bien sûr, cette journée est relativement... je pense, montrera l'importance du bois dans l'architecture religieuse des années 60, 70 et 80. Alors bien sûr, il faut revenir à Saint Jean l'Évangéliste, ne serait-ce que pour signaler à nouveau que ce bâtiment est une clé, mais il sera développé par la suite. Anatole de Baudot fait le pari de la légèreté, fait le pari aussi d'une certaine continuité formelle et stylistique, mais dans une logique constructive qui est totalement nouvelle. Cette grande coquille d'œuf de Saint Jean l'Évangéliste va attirer les soupçons, d'où la longueur du chantier, mais attirer la critique aussi de gens comme Paul Gadet, les tenants d'une rationalité dans la lignée de Perret un peu plus moderniste. Ce mélange de néo-gothique et de totale innovation constructive suscite quand même une certaine méfiance de la part de ses contemporains. Bon, il n'en reste pas moins que ça, c'est l'un des bâtiments les plus décisifs de cette histoire de l'architecture du XXe siècle, d'autant plus que Baudot lui-même, dans la lignée de Viollet-le-Duc, va faire école. Et tous les architectes des années 10, 20, 30 qui construisent des églises ou qui en restaurent sont marqués par l'enseignement d'Anatole de Baudot, font partie de l'Union syndicale des architectes français, fondée par Anatole de Baudot en 1896. C'est le cas des jeunes architectes, Léon Brunet, oui c'est ça, Émile Brunet, Léon Gaudibert. Vous avez ici les projets des concours de 1912-13, 3 concours, notamment pour Saint-Léon, pour Saint-Dominique, plus le concours pour Saint-Michel des Batignolles, qui marquent
l'emprise de l'Union syndicale des architectes français et de cette culture rationaliste que l'on va retrouver ensuite dans plein de régions de France entre les deux guerres à l'occasion des reconstructions. Voilà les dessins. Ça, ce sont des dessins qui sont conservés aux archives historiques de l'archevêché de Paris. Et je ne reviens pas sur Saint-Léon, mais en tout cas, c'est une église qui mérite que l'on revienne dessus longuement, notamment pour ses probables importations aussi hollandaises, l'école d'Amsterdam et tout ce que l'école d'Amsterdam elle-même véhicule d'importation indonésienne peut-être. Donc l'Indonésie à Saint-Léon, c'est pas totalement incongru. Ça participe de cette histoire des formes. Alors le béton armé, puisqu'il s'agit là de bâtiments construits en béton armé, on le voit, il va marquer très largement cette histoire de l'édifice religieux au XXe siècle. On parlait de Cotensin tout à l'heure. Vous voyez ici à Reims, à la cathédrale de Reims, l'équipe de Paul Gou. Alors le jeune Charles-Henri Bénard à ce moment-là travaille chez Paul Gou en 1910. Ils sont en train de réaliser ici une poutre une grande poutre système Cotensin en béton armé. Et le jeune Charles-Henri Bénard va ensuite se lancer avec l'ingénieur Bessonneau, Julien Bessonneau, se lancer dans des brevets, alors à la fois des brevets de construction d'écoles, ou de petits baraquements qui peuvent servir d'école et surtout de maisons, et construction d'édifices religieux, comme Saint-Christophe de Javel, qui, je le signale en bas, en dessous, là, a été inscrit au titre des monuments historiques en 1975, parce que, dans la fameuse liste Michel Guy, très marquée du sceau de Bruno Foucard et de cette redécouverte du XIXe siècle et du début du XXe siècle, d'une approche aussi constructive des bâtiments et pas seulement esthétique. Il s'agissait d'élargir un petit peu le champ à la fois typologique et technique des bâtiments que l'on voulait inscrire au titre des monuments historiques. C'est en grande partie, d'ailleurs vous le voyez, l'importance du décor de cette église. Il me semble que c'est essentiellement pour son système constructif, le béton moulé, et non pas pour son décor de Jacques Martin Ferrière ou les vitraux de Jacques Gruber, que l'on a protégé cette église. C'est d'abord une innovation, une expérience sans lendemain. Là, il s'agissait de construire des églises en béton moulé et ensuite de les reproduire un peu partout. L'expérience a été tentée à Blois sans vrai succès, et c'est Marie Froidevaux qui terminera ce chantier. Charles-Henri Bénard n'a pas construit cette série d'églises qu'il aurait souhaité construire. Perret, d'ailleurs, avait beau jeu de se moquer de ce système, puisque Perret construisait une typologie et sur la base d'une culture constructive très précise, lançait une innovation typologique, c'est-à-dire Laurencie, Montmagny, qui ne sont pas une seule et même église, mais bien des projets totalement différents. Et Perret disait, en voyant Bénard, le problème, c'est que vous allez construire des églises qui seront toutes pareilles, donc aucun intérêt, si ce n'est économique. Donc voici la démonstration magistrale de Perret. Certains disent que cette église est encore conservatrice. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est conservateur, si ce n'est l'organisation, le plan, la liturgie, d'accord, mais avant Vatican II, l'innovation reste discrète, et sur le plan liturgique, elle se fait plus présente à la fin des années 30 et dans l'immédiate après-guerre. Donc Laurencie reste bien, non pas la Sainte-Chapelle du béton armé, mais l'édifice religieux en France, le plus marquant de la première moitié du siècle, pour beaucoup de raisons que l'on n'a pas le temps d'évoquer ici, mais ça reste la démonstration magistrale qu'un hangar et une église, c'est presque pareil. Il suffit d'être Auguste Perret pour montrer que ça n'est pas tout à fait la même chose et que le caractère, un certain nombre d'éléments, le nombre, l'harmonie, tous ces éléments fondamentaux de la culture architecturale permettent à un architecte de
transformer un hangar en église. Ça, c'est une photo oui, qui est assez amusante. Voilà ce que sont devenus les claustras de béton armé que l'on a déposés pour reconstruire ceci. Ils servent de soutènement, de petites talus pour le jardin du curé aujourd'hui. Alors bien sûr, ce sont des églises qui posent des problèmes de conservation. On voit ici le bas-relief de Bourdelle qui a été monté en 2000. Alors très vite, Perret tentera d'extrapoler cette expérience à la fois du béton armé, mais c'est aussi une expérience typologique, et Perret va se lancer dans une sorte de projet fou que bien sûr l'Institut et quelques architectes plus conservateurs vont se faire un plaisir de lui empêcher de réaliser. C'est Sainte-Jeanne d'Arc en 1926, 200 mètres de haut, projet écarté, mais qui sera mis en forme avec Le Havre. Ici, Perret entame une démarche quasi solitaire, à mon sens, qui est assez mystérieuse, qui consiste à faire de l'église aussi une sorte de phare. Il y a peut-être un côté païen dans son idée. Alors, la tour Perret à Amiens, Saint-Joseph du Havre, est-ce que c'est la même chose? N'allons pas jusque-là, mais je pense que Perret chemine vers une idée d'un nouveau type qui serait l'église clocher. Un clocher-église qui ne ferait plus qu'un. Alors, en plan, bien sûr, et l'espace, on mesure encore ce qu'est la nef, mais dans sa forme, dans sa volumétrie générale, c'est une église qui ne fait plus qu'un. L'espace de la nef et la tour-lanterne sont une seule et même chose. Je reviens un tout petit peu en arrière pour évoquer, malheureusement, on n'a pas le temps de le faire, mais l'entre-deux-guerres en France est considéré du côté des modernes comme un petit peu pauvre sur le plan de l'édifice religieux, et c'est bien sûr la Suisse alémanique qui sert de modèle. La Suisse, l'Allemagne, la République tchèque, cette modernité de l'Europe centrale, et notamment de Karl Moser et Saint-Antoine de Bâle, qui vont marquer les esprits des gens comme Joseph Pichard, et puis des architectes qui réfléchissent, et ils ne sont pas très nombreux à ce moment-là, comme Georges-Henri Pingusson, qui réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'une nef moderne, et pas seulement qu'est-ce que c'est qu'une église en béton armé, mais qu'est-ce que doit être une nef moderne. Et il voit ici le seul projet pour lequel il imagine de renouveler l'image de la nef avec des vitraux qui ne seraient plus en haut mais en bas. Ça n'est plus la logique de Perret, c'est une autre sensibilité que Pingusson va retranscrire plus tard dans ses églises lorraines. Comment éclairer une église par le bas, comment sortir du plan triomphal de la cathédrale, du plan basilical, tout en restant là dans cette logique basilicale. On le voit ici, l'éclairage par le bas. Et Pingusson va très vite s'orienter vers un autre type, une autre proposition. Et on a vu tout à l'heure ces plans circulaires, le Saint-Sépulcre, toute cette généalogie des églises circulaires. Et Pingusson n'aura de cesse de défendre ce modèle avec un dialogue extrêmement fécond et intéressant, un dialogue avec Pierre Vagot, qui est aussi à ce moment-là l'une des figures centrales de la réflexion sur qu'est-ce qu'une église pour le XXe siècle. Et bien sûr avec le père Capellade, avec qui, et le père Régamet, avec qui il aura des discussions très intenses sur la pertinence ou non d'un hôtel au centre. Qu'est-ce que l'hôtel au centre? Pour Pingusson, c'est le retour à une sorte de communauté rassemblée autour de l'officiant, sauf que bien sûr, on lui fera remarquer que il y aura des fidèles qui ne verront pas l'officiant, d'où l'idée qui a pu être, cette hypothèse qui a pu être faite, c'est que Pingusson, finalement, se projetait probablement, ça n'était pas impossible, dans l'idée d'une liturgie sans officiant. C'est peut-être aller un peu loin, mais Pingusson avait ce côté un peu comme ça, hérétique, et très décomplexé vis-à-vis de tous les dogmes de l'Église catholique, laquelle Église lui fera bien remarquer un certain nombre de points incontournables. Et donc, dans cette église de Boust en Lorraine, il va concéder
et ça ne nous pose aucun problème d'ailleurs, concéder qu'un tiers de l'église ne soit pas affecté à la nef. C'est en jaune que... c'est sur la partie en jaune que les bancs sont disposés. Alors, je passe rapidement puisqu'on a déjà vu ces bâtiments. Voilà, le béton armé et la recherche d'un type. On est dans cette double logique après 1945. Vous voyez ici Denis Honegger qui réfléchit, qui dessine, qui trace sa très belle coupole surbaissée de Notre-Dame de l'Assomption, début de Chaumont. 1956, 1960, début des années 60. Une église qui, il faut le noter, fait partie d'un groupe d'habitation. On a là, dans le centre de Paris, ce qui va aussi se constater absolument dans toutes les périphéries, c'est que l'église devient elle-même un élément de ce gigantesque projet de rénovation urbaine et de construction de logements, en grande partie de logements sociaux. L'édifice religieux va trouver sa place, parfois il sera écrasé, il y a une rupture d'échelle, une rupture presque des priorités entre le monumental et le banal. Le banal, ça va devenir l'église, en tout cas dans son échelle, le non visible, et le monumental, ça deviendra l'immeuble de logement, la barre et toute sa puissance monumentale dès lors qu'elle est bien conçue, et Honegger ici se trouve un petit peu, et d'ailleurs ses esquisses le montrent, il cherche l'échelle adéquate. Comment situer l'église dans cette opération qui totalise 450 logements dans un jardin très réussi, et tout ça tient aujourd'hui parfaitement la route, parce qu'on est encore dans des échelles à peu près faciles à maîtriser. Ces années 50, c'est aussi bien sûr le moment où l'ingénieur prend une place de plus en plus centrale. Bernard Lafaille, puis René Sargère ont été au cœur de cette réflexion sur des nouveaux types. Là encore, on renouvelle un type. On pourrait presque dire que Notre-Dame de Royan est une église conservatrice, comme est conservatrice l'église du Raincy, ce qui n'a pas grand sens. Elle est donc sur le plan de l'organisation du plan, elle s'inscrit dans une tradition, mais qui est totalement, littéralement reprise, réinterprétée sur le plan formel, constructif, avec une très grande inventivité. Et on voit ici les maquettes préparatoires de ces fameux V Lafaille. Là encore, on revient à cette corrélation entre la construction industrielle et l'édifice religieux, puisque ces V Lafaille, ils servent à faire des rotondes de locomotives et ils vont servir ensuite à construire une église. Ce qui montre bien que peu importe le support, pourvu qu'il y ait une certaine inspiration à la fois de l'architecte et de l'ingénieur. Et là, on rentre dans ce travail assez remarquable, où l'architecte et l'ingénieur ont travaillé de concert, à tel point que l'on ne sait plus exactement à qui il faut attribuer. C'est ce que Prouvé va montrer, c'est que le constructeur peut parfois dépasser l'architecte dans la notoriété. Sargère est presque à la limite d'éclipser en partie certains des architectes avec lesquels il a travaillé. Et on retrouve ce même Sargère dans la construction de la synagogue de la rue de la Roquette avec Éome et Persitz, comme on le retrouve ensuite avec l'église de la Chapelle des Épinettes. Donc le programme change, le culte change, l'ingénieur et l'architecte peuvent demeurer les mêmes. Et on retrouve Sargère, Pierluigi Nervi à Alger avec le Sacré-Cœur. Là, on rentre dans cette génération des très grands gestes techniques et esthétiques sur lesquels on n'a pas le temps de s'éterniser, mais il faut quand même les noter. Eugène Fraissinet travaille avec Vago, Ledonné, Pinsard pour ce grand chantier aussi, assez exceptionnel par son ampleur, par sa discrétion, qui est Saint-Pédis à Lourdes. Et puis on retrouve Guillaume Gillet dans ces contextes périurbains, à la périphérie. On est tout proche finalement du Palais des Papes, mais malgré tout, on est déjà loin de la ville, de l'ambiance d'un cœur de ville. Et on voit cette église de Guillaume Gillet qui est très intéressante puisqu'elle s'inscrit dans un
Elle est de plan triangulaire, elle-même dans une configuration triangulaire délimitant un espace hexagonal. Là, on arrive aussi à une question qui est d'actualité et qui est purement patrimoniale, parce que cette église aujourd'hui est abandonnée. Le mobilier a, je crois, récemment été enlevé, c'est ça? Donc il y a encore 2 ans, le mobilier était intégralement sur place. L'église n'était plus affectée au culte, mais à une école. Aujourd'hui, le mobilier a disparu. Voilà, et ça reste l'un des grands gestes architecturaux de cette seconde moitié du XXe siècle. Le problème est l'usage. Aujourd'hui, l'usage, et comme diraient certains, sans usage, point de salut. Alors, que faire de ces édifices vides, désaffectés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus affectés? Grande question. Je termine sur cette gigantesque question qui est l'art sacré moderne. Très rapidement, le XXe siècle et surtout le second après-guerre a vu émerger ces préoccupations. Cet appel, ce qu'on a appelé l'appel au grand, c'est-à-dire le choix de faire appel à des artistes ou des architectes qui n'étaient pas eux-mêmes croyants, pas forcément même de culture chrétienne. C'est ce qu'on va faire avec Marc Chagall, avec Henri Matisse, avec Fernand Léger, Georges Rouault et Germaine Richier ici à Notre-Dame du Plateau d'Assy. J'ai à nouveau signalé la date de protection puisqu'on est en 1968 et là bien sûr ça n'est pas Novarina que l'on protège, c'est Matisse et les autres. C'est Matisse et Chagall. Ronchamp, difficile de ne pas l'évoquer. Ronchamp va déstabiliser, reformuler complètement l'image de ce qu'est une église, une chapelle de pèlerinage, un lieu. Ronchamp dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, vous le savez, avec le petit couvent des Sœurs Clarisses construit par Renzo Piano, qui a fait énormément de bruit. Et enfin, la Tourette. Mais je vais passer rapidement là-dessus. Pour terminer sur Le Corbusier, et puis je vous montrerai deux derniers exemples. J'ai mis dans la chronologie 2006, dernière date, à mon sens, marquante de l'architecture non pas du XXe siècle, mais d'un XXe siècle qui se poursuit au XXIe. C'est bien sûr la protection. Le classement le classement d'un socle de béton. En 1990, cette église que Le Corbusier a dessinée en 1964, qu'il n'a pas vu même entamer, le chantier commence dans les années 70, ce socle de béton est classé monument historique. Et ça doit nous faire penser à ce qu'est la protection du patrimoine. J'ai l'impression qu'on fait peu de cas de cette date. Sur le plan dans l'histoire du patrimoine, il me semble que ce classement d'un socle de béton fait partie des décisions majeures qui auront été prises au même titre que le déclassement de la CAF de la rue Viala. Voilà des éléments qui sont extrêmement signifiants. Et qui vont permettre, donc ce qui a été aussi un long sujet de débat, la protection et surtout la construction, l'achèvement, après beaucoup de débats théoriques sur qu'est-ce que l'architecture de Le Corbusier, qu'est-ce que faire du Le Corbusier après la mort de Le Corbusier. Et voilà, cette église qui d'ailleurs n'en est pas tout à fait une, puisqu'elle est aussi un centre culturel. Voilà autant de questions qui se sont posées et là, je reviens maintenant à ma chronologie. Pour terminer avec ce XXe siècle, voilà ce qu'a été le grand événement, bien sûr. Le ministère de la Culture prenant part à la construction d'un édifice religieux, on était bien sûr dans une ambivalence qui n'a pas forcément pas plu à tout le monde. On était aussi dans un retour souhaité ou non, à la visibilité de l'édifice religieux, avec une signature. Et pour la première fois, on allait chercher une grande figure de l'architecture internationale. Là encore, Évry reste peut-être
encore un petit peu sous-estimé par sa signification, parce que Évry, c'est à la fois le retour du monument, le retour et l'émergence d'un type de commande qui finalement consiste à aller chercher les grands. Là, ça n'est plus l'appel aux grands du père couturier, c'est l'appel aux starchitectes, comme on dit maintenant, l'appel à ceux qui ont su marquer certaines villes de leur empreinte. Et vous voyez que le musée d'art contemporain de San Francisco et la cathédrale d'Évry ont des airs de famille. Et on pourrait terminer là-dessus. C'est-à-dire que Mario Botta, quand il parle dans ses conférences de ce musée d'art contemporain, il assume cette image un peu galvaudée pourtant que l'on devrait à nouveau méditer, c'est que les musées sont devenus les nouvelles cathédrales de nos villes, et ceci, Mario Botta le revendique. Il a conçu ce musée d'art contemporain comme le signal que n'occupe pas dans ce centre de San Francisco, pourtant à quelques centaines de mètres de là, il y a une très très belle église construite par Pierluigi Nervi, mais elle est déjà dans les faubourgs de la ville. Au cœur de la ville, dans ce downtown de San Francisco, c'est Mario Botta qui joue le jeu de la visibilité. Et donc, je remontre ce qu'a montré Henri Bressler. Bien sûr, on ne peut pas ne pas citer ces 3 derniers exemples parisiens. Je terminerai sur celui-là. Tu as dit que c'était un site impossible. Ça n'est même pas un site, puisque la parcelle n'existe pas. Voilà à quel degré de difficulté certains architectes sont confrontés, et d'une manière un peu symbolique, l'Église, puisqu'il ne faut pas, finalement, il ne faut que l'Assemblée, l'Ecclésia pour faire Église, eh bien, pourquoi ne pas construire des églises sur des terrains qui n'existent pas? C'est ce qui est la réalité topographique et foncière de Notre-Dame de la Pentecôte. Le terrain, et c'est une